Sud Radio, l'invité politique, Jean-François Aquili. Jean-Françoa Aquili, votre invité politique, l'invité politique de Sud Radio qui reste avec nous jusqu'à 9h et les auditeurs d'ailleurs pourront lui poser des questions. C'est le général Pierre de Villiers avec ce livre notamment pour le succès des armes de la France aux éditions Fayard. Bonjour général Pierre de Villiers. Bonjour monsieur. Nous allons voir avec vous la vision que vous développez dans ce tout dernier livre sur ces nouvelles menaces qui pèsent sur le monde et la capacité de la France à y faire face. Que dites-vous ce matin du coup de force de Donald Trump ? Écoutez, c'est la réalisation concrète de ce que j'écris dans mon livre. Ce monde est dérégulé sous le coup des États-puissances et du terrorisme islamiste radical. C'était à l'origine de mon désaccord avec le président Macron en juillet 2017, car je sentais bien monter les choses et je voyais un réarmement poussif à l'horizon. Il faut changer notre vitesse de réarmement, changer la nature de réarmement et prendre enfin conscience que l'histoire s'écrit sous nos yeux et que ce monde est en train de changer en profondeur. Mais ça, vous avez mis en garde Emmanuel Macron à ce sujet. On va y revenir longuement, le général Pierre de Villiers. C'est une action légitime de la part des États-Unis à vos yeux ? Écoutez, c'est une action qui ne respecte pas, j'allais dire, les anciens codes mis en place à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais on a changé d'époque. Il faut en prendre conscience. Il faut être pragmatique. Et puis je ne vais pas pleurer sur le président Maduro qui a quand même martyrisé son peuple. Mais c'est quoi ? C'est que c'est le narcotrafic prétexte, comme on dit certains, pour s'emparer du pétrole vénézuélien. Il y a de cet ordre-là dans la décision de Trump ? Oui, c'est-à-dire que dans la décision de Trump, il y a la mise en place, la mise en œuvre de sa nouvelle stratégie, oui, qui a été écrite, publiée et qui est claire. C'est un mélange d'America First et de la doctrine de Monroe. Je règne autour dans ma zone. Il va en être ainsi, à mon avis, de beaucoup de puissances régionales, de ces États-puissances dont je parle déjà depuis 10 ans, 2015. Oui. Et c'est la matérialisation concrète de sa stratégie. Vous voyez, il y a une différence entre les États-puissances et nos démocraties, singulièrement européennes. C'est que nous parlons, eux, ils parlent et ils agissent. Et ils agissent en cohérence entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. C'est la loi du plus fort ? C'est la loi du plus fort. C'est vieux comme le monde. Et si vous voulez, le faible attire le fort. Le faible attire le fort. Et nous sommes, en Europe, aujourd'hui, dans le monde, les faibles. Général Pierre de Villiers, vous avez vu ce qu'a dit Donald Trump, ce sont ses dernières déclarations. Parmi elles, le Groenland est nécessaire pour la sécurité des États-Unis. Le Danemark est un membre de l'OTAN. Qu'est-ce que nous faisons demain si Trump décide de s'emparer du Groenland ? Alors ça, c'est une question éminemment politique, oui. Mais moi, ce que je demande dans mon livre, c'est qu'on change de nature, de stratégie. Il faut penser l'impensable. Et ce scénario que nous avons vécu, qui a l'air de mettre un peu KO debout toutes les démocraties européennes, mais il était parfaitement imaginable. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début de la dérégulation de notre monde. Alors vous démarrez pour le succès des armes de la France avec le rappel de votre démission. Vous avez démissionné à l'époque, c'était juillet 2017, de votre poste de chef d'état-major des armées. Vous aviez mis en garde donc Emmanuel Macron sur ces nouvelles menaces. Le président ne vous a pas écouté ? Le président a fini par réarmer, mais à un rythme qui n'est pas suffisant. Moi, j'estime qu'il faut, d'ici 2035, avoir une vraie vision à 10 ans, parce que reconstruire un modèle d'armée, c'est 10 ans. Nous faisons de l'approche budgétaire annuelle. Voilà. Alors en plus, on est quand même dans une situation singulière, si je puis dire. Quand vous comparez la situation actuelle de la France et le dérèglement mondial auquel nous assistons, nous avons 6,7 milliards qui ont été actés par le gouvernement pour le budget de l'année prochaine, mais on est incapable de les donner aux armées. Donc les commandes ne sont pas passées pour les industriels, donc il ne se passe rien.
Parce que vous revenez longuement dans cet essai sur le budget justement des armées, général Pierre de Villiers, vous dites finalement qu'un effort a quand même été consenti, je vous cite, vous dites que le budget est passé de 32 à 50 milliards d'euros, mais vous ajoutez, le modèle n'a pas augmenté, on s'est contenté de boucher les lacunes capacitaire, en clair, il nous manque à peu près tout pour que nos armées soient opérationnelles. On a une belle armée qui est cohérente et qui est échantillonnaire et qui est capable, avec succès, de mener des opérations de guerre. Moi, je ne doute absolument pas des soldats marins aviateurs. Aujourd'hui, s'il fallait s'engager, ils ne reculeraient pas, ils iraient jusqu'au sacrifice suprême. Là n'est pas la question. La question maintenant, c'est la guerre. Et la guerre, c'est dur. Et ça dure. Il faut de l'épaisseur. Il faut de l'épaisseur stratégique, donc il faut de l'épaisseur logistique, des munitions, des pièces de rechange. Et nous avons, pendant des décennies après la chute du mur de Berlin, savouré les dividendes de la paix et taillé dans nos armées. Vous avez dit, vous l'écrivez, vous rappelez que vous aviez dit devant les députés en commission d'enquête parlementaire que vous ne seriez pas le Gamelin du XXIe siècle, le général qui était le chef des armées pour la défaite de 40. Le général Pierre de Villiers, aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts, à la fois d'un point de vue militaire et même d'un point de vue psychologique, au sacrifice. J'ai un chapitre complet sur le réarmement des forces morales. La question que je me pose, c'est... Vous dites que nous ne sommes pas prêts au sacrifice. Qu'est-ce qui se passerait si nous nous retrouvions dans la situation de l'Ukraine aujourd'hui? Alors on me dit, cette question n'a pas lieu d'être. Je dis qu'il y a 3 lignes Maginot. La dissuasion nucléaire, mon général, nous avons la dissuasion nucléaire. Oui, la dissuasion nucléaire, elle a fonctionné. Elle a abattu le mur de Berlin parce qu'elle était accompagnée de forces conventionnelles du même niveau de seuil de suffisance. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Nous avons trop taillé dans le conventionnel. Oui, mais mon général, nous aurons le temps de remonter en puissance. Oui, on voit ce que ça donne avec l'Ukraine. Ils n'ont pas eu beaucoup de temps de remonter en puissance. Et un État est chargé de protéger ses citoyens. C'est sa première mission. Oui, mais mon général, quand même, me dites pas que ça va venir immédiatement. Non, vous exagérez. Et puis, qui va nous attaquer ? Mais qui va nous attaquer? Nous avons les États-puissances avec des stratégies de long terme. Nous avons le terrorisme islamiste radical qui est déjà sur notre sol. Pour partie, nous avons été attaqués en 2015 de manière violente avec ce chapelet d'attentats depuis le 7 janvier sur Charlie Hebdo. Moi, j'ai ça dans mes fibres, dans ma chair. Oui. Donc maintenant, ça suffit, il faut passer à la vitesse supérieure et mettre les bonnes lunettes. 2026 sera-t-elle marquée pour la France, mais aussi pour l'Europe, général Pierre de Villiers, par un retour de la guerre, disons les choses clairement, contre la Russie en Ukraine? Est-ce que nous allons être engagés à vos yeux? J'espère que le processus de paix qui est en route, la porte est ouverte, va déboucher, parce qu'il n'y a pas de solution militaire dans ce conflit entre 2 peuples slaves, l'Ukraine et la Russie. Il n'y a pas de solution militaire. Et si nous continuons comme ça, nous voyons bien que l'Ukraine n'est plus capable de gagner cette guerre militairement. Il faut donc aller vers la paix. Une paix qui soit juste, notamment sur l'aspect des territoires, et une paix qui soit durable avec des forces de garantie qui évitent que ça ne recommence quelques mois après. Vous écrivez le prix de la paix, c'est l'effort de la guerre. Est-ce que, à vos yeux, le président Emmanuel Macron n'a pas pris les bonnes décisions, ou du moins pas assez vite? Écoutez, on est passé de 32 milliards à 50 milliards, c'est déjà un effort, mais sur les 50 milliards, il y a déjà 8 milliards de report de charges, c'est-à-dire c'est des dépenses qui n'ont pas été payées aux industriels. Et puis il y a de l'argent qu'on a donné à l'Ukraine. Et puis il y a les astuces de garçons de bain de Bercy, donc en fait c'est pas un vrai 50 milliards. Tout ça n'est jamais complètement vrai et complètement faux. Vous savez, moi, je suis un stratège, en tout cas j'essaie de l'être, et dans la stratégie, le principal ennemi, c'est l'ambiguïté. On ne peut pas être ambigu en stratégie. La vision doit être claire. Où veut-on aller? Moi, je propose 2035, dans 10 ans, 5 milliards par an, nous aurons un modèle beaucoup plus robuste et nous changerons de dimension. Encore faut-il qu'il n'y ait pas de conflit, que nous ne soyons pas engagés d'ici là. J'espère qu'il ne sera pas trop tard, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, les militaires,
Nous aimons la paix, nous la chérissons parce que nous connaissons les dégâts de la guerre. Et si tu veux la paix, prépare la guerre. Oui. Si vis pacem parabellum. On le voit bien aujourd'hui. Nous sommes dans un monde où les forts vont gagner. Il y a un début de guerre intérieure en France, général Pierre de Villiers. Bah écoutez, ce qui manque en France, c'est la concorde. C'est clair. La paix à l'extérieur, la concorde à l'intérieur. Nous sommes une société fracturée. Le livre L'archipel français de M. Fourquet a déjà plusieurs années, c'est pas nouveau. La fracture sociale, on en parle depuis longtemps. Fracture sociale, fracture territoriale, fracture intergénérationnelle, l'unité nationale. Alors nous, dans l'armée, on prend tous les jeunes, 25 000 par an qui arrivent tous les ans, c'est quand même beaucoup, et on en fait un tout soudé pour, si nécessaire, aller jusqu'au sacrifice suprême. Mais c'est ça que je voudrais pour mon pays, cette unité nationale. Oui, parce que vous citez le maréchal Hubert Lyautey, qui était un grand homme d'État aussi également. Vous dites l'officier et l'éducateur de la nation, c'est lui qui le disait à l'époque. Vous êtes sûr que les jeunes de France ont envie d'entendre ça aujourd'hui? Le rôle social de l'officier, c'est un livre magnifique, très actuel. Quand on regarde avec le service national qui a été annoncé par le président, tout ça, ce sont des vieilles problématiques. L'unité nationale, l'esprit de défense, le lien armée-nation, ce sont des mots qui ont des sens. Et il faut rétablir cette cohésion nationale. Espérance rime avec France, hein, c'est ce que vous dites à la fin de votre essai. Vous évoquez d'ailleurs la petite flamme chère à Peggy. Général, je suis allé chercher quand même de petits vers. Hein. Elle seule conduira les vertus et le monde, une flamme percera des ténèbres éternelles. Vous êtes confiant quand même dans l'avenir, parce que c'est assez sombre ce que vous décrivez. Hein. Oui, l'avenir est difficile, mais Peggy disait aussi, il faut dire ce que l'on voit, et plus difficile, il faut voir ce que l'on voit. Mais moi, je contacte tous les jeunes, j'allais dire les jeunesses, parce qu'il y a plusieurs jeunesses. On a parlé des fractures dans notre société, et je garde l'espérance pour la France. Ça rime, et il n'y a qu'une chose qui m'apporte. C'est pour ça que j'ai repris ma plume et que j'ai écrit ce livre, en espérant qu'il ne sera pas trop tard, c'est le succès des armes de la France. Vous avez des ambitions pour la France. Nos auditeurs vont vous poser pas mal de questions avec Patrick Roger dans un instant. Général Pierre de Villiers, vous êtes un grand militaire, mais est-ce que vous avez des ambitions au-delà? C'est ce qui transparaît à travers ce livre. Hein. Non, ce qui transparaît à travers ce livre, en tout cas, c'est ce que j'ai voulu. Accessoirement. C'est ce que j'ai voulu passer comme message, c'est qu'il y a urgence. C'était une nécessité en 2017, quand j'ai écrit mon livre Servir, de réarmer la France, réarmer les armées, réarmer les forces morales de notre pays. Aujourd'hui, ce n'est plus une nécessité, c'est une urgence. Voilà le message que j'ai voulu passer. Et j'ai voulu le passer en particulier avant les grandes échéances électorales que nous avons devant nous dans les mois qui viennent, parce que je voudrais enfin que nos dirigeants, actuels et futurs, surtout futurs, se prononcent par rapport à mes propositions en matière de défense. Et vous pourriez jouer un rôle actif, hein, Patrick, Général Pierre de Villiers, là-dessus. Bah écoutez, je joue un rôle actif, je suis sur votre plateau et j'essaie d'expliquer avec pédagogie, mais avec clarté et fermeté. Vous savez, aujourd'hui, partout où je vais, je fais 1 ou 2 déplacements par semaine, les gens, ils attendent de la clarté, ils attendent de l'ordre. C'est ça qu'ils veulent, quelque chose d'ordonné, quelque chose de clair. Allez, nous allons poursuivre, Général Pierre de Villiers, avec des questions qui arrivent au 0826 300 300 pour vous. Questions directes, puisque vous dites que vous allez à la rencontre des Français. Les Français vous appellent là, ce matin. Vous allez pouvoir leur répondre. On va revenir sur ce que vous avez déjà détaillé avec Jean-François Aquili autour de votre livre, autour évidemment de l'actualité, et notamment cette question du réarmement des forces morales. Je pense qu'il y a le réarmement militaire classique et le réarmement des forces morales dans ce pays fracturé, comme vous l'avez évoqué. Nous allons y revenir, bien sûr, et puis les échéances électorales, évidemment. 0826 300 300 jusqu'à 9h sur Sud Radio avec le général Pierre de Villiers. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 8h35, le général Pierre de Villiers, pour son livre, pour le succès des armes de la France aux éditions Fayard, est avec nous jusqu'à 9h et va répondre en direct à vos questions. Il a déjà répondu à Jean-François Aquili sur tout ce qui est évoqué dans ce livre. Question directe aussi, Pierre de Villiers. Le Premier ministre actuel
est l'ancien ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Donc, j'imagine qu'il a lu votre livre. Est-ce que vous avez eu un retour d'une manière ou d'une autre? D'ailleurs, quand vous alertez sur les chiffres, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut regarder, il y a une double lecture entre ce que l'on annonce et ce qu'il y aura réellement, les chiffres d'effort pour le réarmement, entre guillemets. Non, à titre personnel, j'ai pas eu de retour, mais je pense qu'il a beaucoup de chats à fouetter en ce moment. Et son objectif, c'est probablement d'avoir un budget pour que ces 6,7 milliards qui sont dévolus aux armées l'année prochaine, enfin cette année maintenant, puissent être effectivement opérationnels. On a déjà perdu du temps et je vous l'ai dit, on aura du mal à les engager. Ouais. Mais lui, il en a conscience quand même, ce Premier ministre, de l'effort nécessaire, puisqu'il a été à la tête des armées. Alors il en a pleinement conscient, d'autant plus qu'il a écrit un livre il y a 1 an et demi qui s'appelle « Vers la guerre », où il pose des bonnes problématiques et il donne son appréciation budgétaire, 100 milliards d'euros dans les 10 ans qui viennent, donc on est tout à fait en phase. Ouais. Vous êtes en phase avec le Premier ministre, ou lui est en phase avec ce que vous dites dans ce livre, vous n'étiez pas en phase à l'époque avec Emmanuel Macron. C'est du simple bon sens. Ouais. Mais la question maintenant, c'est pas de dire, la question c'est de faire. Ouais. Parce que vous comprenez, on a beaucoup parlé depuis 8 ans. Ouais. Les choses ont beaucoup évolué. On ne peut pas dire que ce sont des surprises stratégiques, tout ce qui est arrivé avec cette dérégulation du monde. Maintenant, il faut faire. Ouais. Emmanuel Macron, c'est ça, vous le visez directement, quand vous dites viser entre guillemets, on parle beaucoup mais on n'agit pas forcément. C'est-à-dire que il a, et j'en prends acte, il a contribué à un début de réarmement, mais relativement modeste par rapport à la situation qu'il a prise en 2017, qui était une situation de délabrement de nos armées à l'issue de décennies où plus personne ne croyait à la guerre. Nos dirigeants ne croyaient plus à la guerre. D'ailleurs, certains n'y croient toujours pas. Et il va falloir qu'ils se rendent à l'évidence. Nous avons changé d'époque. Et nos spécialistes des finances publiques nous expliquaient que déjà c'était largement assez et que les militaires français demandent toujours des moyens supplémentaires pour ensuite pouvoir les utiliser. Sous-entendu, c'est eux qui déclenchent la guerre. J'ai entendu ça quand même dans les couloirs de cabinets ministériels. Vous faites tourner les camions à vide, etc. Voilà, pour les l'essence. Je crois que maintenant, il faut se rendre à l'évidence. 80 ans de paix, c'est beaucoup dans l'histoire de l'Europe et dans l'histoire de la France. Eh bien, il est urgent de réarmer. Oui. 0826 300 300, hein, Jean-François, avec une question au direct pour le général Pierre de Villiers. C'est Emmanuel de Suresnes, en région parisienne, qui est avec nous. Bonjour Emmanuel. Bonjour François, bonjour Patrick, bonjour mon général. Bonjour Emmanuel. J'ai une question, oui, à vous poser. Avant même qu'ait lieu l'opération d'enlèvement de Maduro, Trump avait mis en garde les Iraniens, les Mollahs, en leur disant attention, si vous tuez vos manifestants, nous on va s'impliquer. Après ce qui s'est passé au Venezuela, on peut imaginer que s'impliquer, ça veut dire agir directement sur le terrain. Est-ce que vous pensez que c'est une opération possible ou alors est-ce que Trump pense simplement à des frappes ciblées qui élimineraient Khamenei et 2 ou 3 autres hauts responsables d'Iraniens? Je vous remercie de cette question parce qu'elle montre bien combien le monde est interdépendant et combien notre système mis en place à la fin de la Seconde Guerre mondiale a implosé. D'ailleurs, Maduro est à New York, à quelques encablures, à quelques mètres de l'Organisation nationale des Nations Unies, de l'Organisation des Nations Unies. C'est incroyable, dans le même lieu. Une sorte de pied de nez de la part du président Trump. Non, je crois que tout est possible. Dans l'armée, nous avons un système de planification, de scénarios, et nous partons des scénarios les plus défavorables, les plus impensables, pour ne jamais être surpris. Vous savez, la surprise, c'est celle qu'on impose et pas celle qu'on subit. Et j'aimerais qu'on ait maintenant cette approche-là pour arrêter d'être à la remorque et de se réveiller le matin en disant « Tiens, il y a telle chose, on n'avait pas prévu. Tiens, il y a telle chose, on n'avait pas prévu. » Et l'Europe, sur ce plan, est très démunie. Moi, je crois que tout est possible. Et je disais tout à l'heure, il y a une différence entre nos dirigeants démocratiques et
les États-puissances, et je mets dans les États-puissances les États-Unis, c'est qu'ils ont une stratégie de long terme, et quand ils disent quelque chose, ils le font. Et c'est pour ça que c'est dangereux. Parce que nous sommes dans les éléments de langage, sur les plateaux des médias. Ok, moi je suis pas dans les éléments de langage. Moi j'attends rien, j'ai pas d'ambition personnelle. Vous savez... Ah bon, 2027, vous n'y pensez pas? Ma carrière, elle est derrière moi et je n'ai pas de vocation politique. Je sais que c'est une question qui revient régulièrement. Bah voilà. Et je suis au premier degré. Et vous savez, les chefs d'État des États-puissances, ils sont au premier degré. Ils appliquent leur stratégie. Vous n'avez pas répondu tout à l'heure, vous avez dit que c'est une décision politique, mais si Trump s'empare du Groenland, il le dit clairement, il y a le Groenland qui fait partie de sa zone de sécurité, il y a les Chinois, dit-il, autour, il y a les Russes, il faut assurer la sécurité, il a envie d'y aller, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Je crains que ce soit non possumus, parce qu'avec l'Europe de la défense que nous voulons construire, qui est une Europe fédérale, qui est une erreur de l'histoire, une fusion des nations, et qui ne dit pas son nom, parce qu'on avance masqué, eh bien, on a une défense de l'Europe quasi inexistante. C'est dramatique. On a perdu des décennies, alors qu'il y a tant à faire pour construire avec nos amis européens des maillons forts, mais des projets interétatiques à géométrie variable, sur des projets concrets qui fassent qu'on soit plus fort ensemble. Très concrètement, alors, c'est quoi? Ça veut dire que, par exemple, les Français devraient avoir tel point, d'un point de vue militaire, les Allemands tel autre, les Italiens tel autre, non, je pense à ce qu'on a fait, par exemple, pour Lancaster, les accords de Lancaster en 2010, construire une force conjointe avec les Anglais jusqu'à 10 000 hommes, interopérables, interarmés, on l'a fait, opérationnel en 2015-2016, voilà un projet concret. Je pense à Airbus, je pense à la flotte stratégique qui permet à une dizaine de pays, un peu moins peut-être, que quand on n'a pas d'avion en France pour voler, on peut prendre un avion danois, etc. Ça m'est arrivé. Voilà, des projets concrets, des projets réels, pragmatiques. Pas dans le mythe de l'armée européenne. Le chapitre 5 de mon livre s'intitule « Le mythe de l'armée européenne ». Je crois que c'est une fausse route. Et nous avons urgemment besoin de cette coopération européenne, à la condition qu'elle respecte les souverainetés des nations. Oui. Autre question au 0826 300 300. C'est Hervé d'Antony. Vous pouvez continuer d'appeler. Hein. Le général Pierre de Villiers est avec nous jusqu'à 9h, donc sur Sud Radio. Hervé, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Hervé. Vous écoute. Allez-y Hervé. Oui, franchement, moi je suis historien et je ne crois pas du tout à l'armée européenne. Si on prend l'exemple par exemple de la guerre de 14-18, c'était un soupape possible, si vous voulez, pour pouvoir commander les armées avec deux nations, la nation française et la nation anglaise. D'autre part, on a des élites aussi qui croient ni à l'agriculture française ni à l'industrie française. Comment voulez-vous, si vous voulez, qu'on fasse, surtout avec une nation qui est divisée, vous l'avez dit, avec une partie des forces politiques d'extrême gauche qui sont alors on peut le dire, anti-françaises, et certains même embrassent le drapeau algérien. Comment voulez-vous faire pour construire une armée avec une nation aussi divisée? Ouais, ça c'est votre question. Oui, oui. Alors, quand on fait des choses ensemble, c'est plus compliqué que quand on est tout seul. Donc, l'objectif d'une armée, c'est l'engagement en opération. Hein, on ne fait pas une armée pour faire du papier sur la moquette. Ça, c'est les technocrates. Nous, on fait une armée pour préparer la guerre et la gagner. Donc, c'est vrai que c'est plus compliqué à plusieurs. Moi, j'ai été responsable de la coopération franco-britannique pendant 7 ans, et c'est pas toujours simple. On n'a pas exactement... déjà, on n'a pas les mêmes langues, on n'a pas les mêmes procédures, on n'a pas les mêmes équipements. Il faut trouver l'interopérabilité entre ces équipements. J'ai été responsable également pendant 7 à 8 ans de la coopération franco-allemande. Il y a des tas de choses à faire avec les Allemands, en particulier en matière de formation, de logistique ou en matière industrielle. Après, il y a 3 conditions dans ces coopérations. Il faut que ce soit plus efficace si on est à plusieurs. Si c'est plus compliqué, comme vous le dites, et c'est souvent le cas, à ce moment-là, c'est pas la peine. Si ça coûte plus cher, c'est pas la peine. Deuxième condition, ça doit être moins cher. Et puis, troisième condition, il faut que ça respecte les logiques souveraineté nationale. Voilà. Mais c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui.
et que nous avons une nation divisée à l'intérieur et assez seule à l'extérieur. Ouais, comment faire justement dans cette nation divisée et fracturée? Dans votre livre, hein, Jean-François Aquili l'a déjà évoqué, vous avez déjà répondu, mais on va y revenir aussi en détail. Vous dites que tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu, y compris dans les fameux quartiers perdus de la République. Bah non, vous y êtes allés, il y a des choses à faire, c'est ce qu'on va voir ensemble. Et vous continuez de nous appeler 0826 300 300 jusqu'à 9h sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 8h49 sur Sud Radio jusqu'à 9h, le général Pierre de Villiers. Si vous voulez continuer de lui poser des questions, d'ailleurs, vous pouvez nous appeler 0826 300 300 ou débriefer tout à l'heure avec Françoise Degois, Philippe David et Jean-François Aquili. On a évoqué tout à l'heure, général Pierre de Villiers, la fracture, les fractures en France et les difficultés, évidemment, d'arrimer un petit peu tout le monde pour ce que vous avez dit, hein, il faudrait faire concorde, mais c'est très difficile. Et pourtant, dans votre livre, vous l'avez évoqué avec Jean-François Aquili tout à l'heure, vous dites que tout n'est pas perdu quand même, on peut remettre tout le monde derrière la France, enfin tout le monde, ou presque. Mais comment faire? Alors un militaire, il n'admet pas le doute, parce que le doute c'est le début de la défaite. Et quand on commence à douter, et aujourd'hui beaucoup de gens doutent, la défiance est partout. Moi, j'espère que la peur va faire réagir, que le courage va faire décider et que le sursaut va faire gagner. C'est le triptyque que je propose en conclusion de mon livre. Moi, j'y crois. La France a une vocation particulière. Les filles aînées de l'Église, elle a une vocation particulière dans le monde, je le dis dans mon livre. Et je pense que elle saura faire face. Je vois des gens incroyables partout en France. Alors, beaucoup ne veulent plus faire de politique. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, ça ne fait pas très envie. Donc la solution vient du terrain, mais le spectacle. Mais comment moi, fédérer? Je vais partout, dans les zones rurales, dans les cités. Je vois partout cet enthousiasme, ce génie créatif, ce génie français, y compris chez les jeunes. Les jeunes ont soif de quelque chose. Alors aujourd'hui, beaucoup se tournent vers les mauvais breuvages, la drogue, on voit le cartel de la drogue, la délinquance. La délinquance, c'est pas un sentiment. Les Français, faut pas les prendre pour des dindons. Ils voient bien qu'il y a de plus en plus de délinquance en France. Enfin, quand même, c'est Vous trouvez que la réponse n'y est pas face à cette délinquance, face au narcotrafic, par exemple? La réponse n'y est pas. Le narcotrafic se développe. Le narcotrafic, c'est la guerre, hein. Ce sont des guerriers, les narcotrafiquants, ceux qui sont sur le terrain. Qu'est-ce qu'il faut, des opérations quasi militaires? Ils tirent à balles réelles, hein. Oui. Il y a des morts. Et à chaque fois, on fait un grand déplacement, une opération de communication, et on règle rien. Parce que les narcotrafiquants, on a vu ça dans d'autres pays, par exemple en Italie. Là, c'est pas du tout le petit trafiquant de cité, chef de son quartier. C'est autre chose. Les enjeux sont énormes. Ils sont puissants, ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de moyens, et eux, ils tirent. Donc, il y a un moment, il faudra faire face à cette situation. Alors, comment certains évoquent des formations comprenant des militaires, d'anciens légionnaires, par exemple. Est-ce que ça, c'est une possibilité? Mais le grand danger que je vois à la situation actuelle, c'est ce que je décris dans mon livre. Si l'État ne protège plus suffisamment les citoyens, ils le feront à sa place, avec des comités de protection de quartier et des choses comme ça. Et c'est ce qu'il faut éviter. Moi, qu'est-ce qu'il faut? J'ai vu ça. Il faut une force spéciale. Il faut envoyer une forme de garde nationale constituée qui s'attellerait dans les cités à s'en prendre au narcotrafic. Qu'est-ce qu'il faut? Je crois qu'il faut inverser la peur. Moi, je vais dans les cités, je discute avec des jeunes, avec un carnet de chansons bien rempli. Ils font des petits séjours en prison, ils reviennent, etc. Ils savent que la peur, elle est dans notre camp. Et il faut l'inverser, cette peur. C'est le principe du rapport de force. Ensuite, il faut rétablir l'ordre. L'ordre. Donc c'est quoi? C'est l'armée dans les cités? Non. Pardon d'être... Non, l'armée n'est pas faite pour intervenir militairement sur le territoire national, sauf si on passe d'une situation de maintien de l'ordre à une situation d'action de guerre. J'explique ça dans mon livre parce que j'ai vécu au Kosovo une situation sur le pont de Mitrovica où les gendarmes français se sont trouvés coincés entre les Albanais d'un côté au sud et les Serbes au nord. Et je suis arrivé avec mes chars, Charles Leclerc notamment, pour les désengager.
Et à l'issue, avec nos amis gendarmes, nous avons écrit un document. Quel est le point de bascule entre le maintien de l'ordre et l'action de guerre? Et c'est ces réflexions qu'il faut avoir aujourd'hui. J'espère qu'elles sont menées. Question, il y a des auditeurs qui appellent, mais question aussi avec l'un de nos chroniqueurs du matin, éditorialiste, Philippe David. Bonjour mon général. Bonjour Une monsieur. question, pour la première fois, il y a quelques jours, un sous-marin russe a été détruit par un drone sous-marin ukrainien. Est-ce que ça oblige la France à revoir à court ou moyen terme sa doctrine nucléaire, qui est aujourd'hui basée quasi uniquement sur les sous-marins? Non, nous avons deux composantes. Oui, la fonction matérielle Et également. c'est précisément pour ça que nous avons encore deux composantes. Nous en avions 3 au départ avec le général de Gaulle. Donc nous avons le plateau d'Albion, la troisième nous composante. avons la composante aéroportée qui nous permet aussi de... alors, bien sûr, c'est le principe du boulet et de la cuirasse. En permanence, en permanence, en permanence. Et l'art de la guerre, c'est la stratégie. C'est le temps d'avance. Je vous ai dit, la surprise qu'on impose n'est pas celle qu'on subit. Notre dissuasion nucléaire, elle repose sur la crédibilité. C'est-à-dire qu'on doit être capable de pouvoir frapper à tout moment, en tout lieu, quelles que soient les circonstances. En l'occurrence, avec les sous-marins, on frappe en second éventuellement. C'est la doctrine. Donc, toutes ces menaces sont prises en compte et au fur et à mesure de l'évolution du boulet, la cuirasse s'adapte. Et les sous-marins s'adapteront évidemment à cette nouvelle situation. Mais vous savez, les nuages de drones aussi, sur l'eau, avec notre porte-avions et notre groupe aéronaval, on est obligé de s'adapter en permanence. Oui, général Pierre de Villiers, en parlant de frappes, la France et le Royaume-Uni ont mené des frappes, là vous l'avez évoqué tout à l'heure, en Syrie. Quelle interprétation de ces frappes faites-vous et quelles pourront être quels risquent d'être les répercussions? J'ai pas plus d'informations que vous. Je pense tout simplement que la France et la Grande-Bretagne ont voulu montrer qu'elles participaient, elles aussi, à la lutte contre l'islam radical et à l'attaque de la recrudescence de l'État islamique en Syrie, au même titre que les Américains qui avaient fait des frappes ces derniers jours là-dessus. Je pense que c'est aussi un message au monde entier et singulièrement aux États-Unis pour montrer qu'on est capable, nous aussi, de frapper. Oui, mais derrière, quand on frappe, on l'a déjà fait, effectivement, en Syrie ou dans toute cette région du monde, il y a parfois un risque d'escalade également, ou de riposte. Est-ce qu'il faut craindre une riposte? Oui, mais... c'est le principe de la force. Ouais. Si vous voulez, quand vous utilisez la force, vous faites reculer la violence. Si vous n'utilisez pas la force, la violence risque de gagner. Donc, en l'occurrence, on est face à 2 lignes de conflictualité majeures depuis les années 2010. Le terrorisme islamiste radical, qui est une idéologie qui vise à éradiquer l'organisation de nos sociétés en profondeur, la violence étant la fin et non pas le simple moyen. Et puis, le retour des États-puissances. Et je me suis aperçu en Syrie, par exemple, que c'était distinct, mais pas disjointe, ces 2 lignes de conflictualité. En Syrie, tous les grands pays étaient là, officiellement avec un seul objectif, éradiquer Daesh, l'État islamique et l'islam radical. En réalité, chacun avait sa stratégie. Et c'est ce monde-là dans lequel nous sommes aujourd'hui. Est-ce que vous allez prendre une part, justement, sur un plan politique, dans ce monde-là, général de Villiers? Vous avez dit tout à l'heure, on me pose toujours la question, est-ce que j'y vais pour la présidentielle? Vous dites non. 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 Non, c'est clair. Oui. J'ai toujours dit que je ne participerai pas à une quelconque élection. Je m'y tiens. Vous savez, il y a encore des gens qui font ce qu'ils disent. Ça existe encore. Mais quelle serait dans l'armée, on fait ce qu'on dit. Votre participation par-delà vos livres, Général Pierre de Villiers, quelle serait-elle pour 2027? Eh bien, déjà, j'ai écrit 5 livres en 8 ans, c'est pas mal. Celui-là est la réplique de Servir, écrit en 2017. Il est très politique, il est très politique, votre dernier ouvrage, particulièrement. Oui, il est politique parce que tout est politique. Oui. Et moi, j'ai été un chef militaire politico-militaire parce que quand on fait une opération, évidemment, on se soucie de l'effet final recherché, politique derrière. Donc, c'est vrai que tout est politique et on ne peut pas traiter du problème de la défense aujourd'hui
sans avoir une approche globale, ne serait-ce que économique et financière. Je rappelle que nous sommes à 115% du PIB en dette, 3500 milliards, donc ça va être compliqué de réarmer. Pierre de Villiers 2027, qu'est-ce que ce serait? C'est la question. Mais c'est pas une question. Moi, je continuerai à faire valoir, me faire entendre, notamment sur les sujets de défense, parce que je voudrais que ce sujet, enfin, pour la première fois depuis des décennies, dans la campagne présidentielle, soit sur la table et que nos dirigeants le prennent à la hauteur des enjeux actuels et pas à la hauteur de la situation d'il y a 10 ans. Est-ce que vous serez prêt à soutenir quelqu'un 2027 ? À moi, c'est pas, mon objectif n'est pas d'entrer en campagne pour soutenir quiconque. Moi, mon parti, c'est la France. C'est la France. Merci, Général Pierre de Villiers. Alors, vous voulez commenter, je sais que vous appelez au 0826 300 300, ce que l'on vient de dire, là, avec le Général Pierre de Villiers, pour ce livre, pour le succès des armes de la France. Et on va débriefer aussi autour de Jean-François Achilli, La Vérité en face, Philippe David, Françoise de Gois. Et puis tout à l'heure, on reviendra aussi, bien sûr, sur cet événement, la capture de Maduro, entre 9h30 et 10h, avec vos invités. Jean-François Achilli.